Beauregard-sur-Loire baignait dans la lumière dorée d'un samedi après-midi finissant. Les toits d'ardoise du village scintillaient doucement et l'air sentait la fin de l'été en Bourgogne. Sur le parking du supermarché local, la routine suivait son cours paisible. Des familles chargeaient leurs coffres, des voisins échangeaient quelques mots. Le bruit des chariots roulant sur l'asphalte rythmait cette tranquillité prévisible. Zé était un de ces lieux où la vie semble immuable, où chaque visage est familier et chaque journée ressemble à la précédente. Personne n'aurait pu imaginer que cette harmonie de cartes postales était sur le point d'être brisée, non par un grand drame, mais par un acte de renoncement silencieux et glacial qui allait fissurer la façade de cette communauté si bien ordonnée, révélant une douleur que personne ne voulait voir. C'est dans ce décor que parut Éléonore Lambert. À 58 ans, cette juge à la retraite, la femme la plus riche et la plus crainte du village, sortit du magasin, son allure impeccable et sévère tranchant avec la décontraction ambiante. Son visage, encadré par une coiffure stricte, ne laissait transparaître aucune émotion. Alors qu'elle se dirigeait vers sa berline sombre, elle remarqua une agitation inhabituelle près de l'entrée. Un petit groupe s'était formé, les chuchotements se propageaient comme une traînée de poudre. Puis, le gyrophare bleu d'un véhicule de la gendarmerie déchira la quiétude du crépuscule. La nouvelle tomba, simple et brutale. Une fillette avait été retrouvée seule, abandonnée. Le mot flotta dans l'air, lourd et incongru, tandis que le regard d'Éléonore se durcissait encore un peu plus. Plus tard, en rentrant chez elle, son chemin la fit passer devant la petite brigade de gendarmerie du village. La porte était entr'ouverte, laissant s'échapper des bribes de conversation. C'est là qu'elle l'entendit, une voix de femme, dénuée de toute chaleur, plate et tranchante comme une lame. Les mots frappèrent Éléonore avec une violence inouïe, résonnant dans le silence de son âme fortifiée. « Je n'en veux plus, je n'en peux plus ». Cette phrase, prononcée avec un détachement total, fit écho à la peur la plus profonde et la plus ancienne de Éléonore, celle qu'elle avait enterrée avec sa fille des années auparavant. La peur que l'amour ne soit qu'une illusion fragile, qu'une personne puisse devenir un fardeau dont on se débarrasse, un objet que l'on jette. Poussée par une force qu'elle ne comprenait pas, elle jeta un regard à travers la fenêtre du bureau. Elle vit la petite fille, assise sur une chaise dans un coin, loin de l'agitation. Léa, elle ne pleurait pas. Ses grands yeux bleus semblaient observer des choses invisibles, ses petites mains traçant des dessins dans l'air. Elle était dans son propre monde, un refuge silencieux face au chaos de son abandon. En voyant cette innocence intacte face à une telle cruauté, un instinct protecteur, féroce et douloureux, s'éveilla en Éléonore. Une flamme qu'elle croyait éteinte pour toujours. C'est face à des injustices pareilles que l'on se sent si impuissant. Et si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées, votre abonnement nous aide à continuer de leur donner une voix. Le lendemain, Éléonore Lambert se présenta à l'aide sociale à l'enfance. La nouvelle de sa démarche avait déjà fait le tour du village, se propageant plus vite que le vent d'automne dans les vignes. La juge à la retraite, la femme qui vivait recluse dans son manoir glacial, s'intéressait soudainement au sort d'une enfant abandonnée. Les fonctionnaires la reçurent avec un mélange de déférence et de méfiance. Dans le bureau impersonnel, aux murs couleur crème et à l'odeur de désinfectant, elle attendit, droite sur sa chaise, son calme extérieur masquant une tempête d'incertitude. Elle n'était pas venue par pitié, mais poussée par un écho de sa propre douleur, un besoin viscéral de réparer quelque chose qui, au fond d'elle, était brisé depuis bien trop longtemps. On fit entrer Léa dans la pièce. La fillette semblait encore plus petite et fragile sous la lumière crue des néons. Elle ne prêtait aucune attention aux adultes, son univers tout entier concentré sur un petit caillou gris qu'elle faisait rouler entre ses doigts. Éléonore observa ce spectacle en silence. Chaque geste de l'enfant, chaque fredonnement presque inaudible, lui rappelait douloureusement l'absence de sa propre fille, Camille, pendant des années. Elle avait fui tout ce qui pouvait lui rappeler son enfant perdu, les parcs, les rires dans la rue, les rayons de jouets.
Et voilà qu'elle se retrouvait volontairement face à ce qui la terrifiait le plus. Non pas une enfant, mais le spectre de son propre échec en tant que mère, un fantôme qui la hantait dans chaque recoin de sa vie vide. S'oubliant un instant, Éléonore s'accroupit lentement pour ne pas effrayer la petite. Elle ne dit rien. Elle sortit de sa poche une clé et la posa doucement sur le sol, à quelques centimètres du caillou de Léa. Elle ne cherchait pas à jouer, mais à entrer dans son monde, à parler son langage silencieux. Léa interrompit son mouvement. Ses grands yeux bleus se levèrent et, pour la toute première fois, se fixèrent sur Éléonore. Ce ne fut pas un regard de peur ou de curiosité, mais un regard d'une profondeur insondable, comme si elle voyait au-delà de la façade de la juge sévère, directement dans son âme meurtrie. Dans ce silence partagé, un pont invisible se créa, fragile mais réel, jeté par-dessus un abîme de solitude. C'est à cet instant précis que la décision d'Éléonore devint irrévocable. Elle se releva et, d'une voix qui ne trembla pas, elle annonça à l'assistante sociale son intention de demander le placement provisoire de Léa. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. L'incrédulité se lisait sur tous les visages. Éléonore Lambert, la femme de pouvoir, la solitaire, voulait accueillir une enfant aux besoins si spécifiques. La machine administrative, lente et méfiante, se mit en marche. Des formulaires furent remplis, des questions inquisitrices posées. Pour le système, elle était un dossier, une candidate improbable. Pour le village, elle devenait le sujet de toutes les conversations, un mystère insondable que chacun tentait de percer avec des commérages et des suppositions. L'arrivée de Léa au manoir fut un choc des cultures. La fillette, habituée à des espaces confinés, se retrouva dans des pièces immenses, au plafond haut, où chaque son résonnait en un écho infini. Le marbre froid sous ses pieds nus, le silence pesant des longs couloirs, tout était une agression pour ses sens hyper développés. Éléonore l'observa, désemparée, la regardant toucher la texture d'un vieux velours de fauteuil avec une fascination intense, et puis reculer devant le tic-tac d'une horloge comtoise. La juge, qui avait présidé des procès complexes et rendu des verdicts implacables, se sentait totalement incompétente. Elle avait ouvert sa maison, mais elle ne savait absolument pas comment ouvrir son cœur, d'une manière que cet enfant pourrait comprendre. La première crise éclata sans prévenir, quelques jours plus tard. Le bruit strident d'un mixeur dans la cuisine fut l'élément déclencheur. Léa se mit à hurler. Un cri primal de pure angoisse. Les mains plaquées sur les oreilles, elle se balançait d'avant en arrière, incapable de supporter cette invasion sonore. Éléonore se figea, le cœur battant à tout rompre. La panique la submergea, la même panique glaciale qu'elle avait ressentie le jour de l'accident de Camille. Tous ses réflexes, toute sa logique, tout son contrôle s'effondrait face à cette détresse qu'elle ne savait comment apaiser. Elle était seule, et face à une douleur qu'elle ne comprenait pas. C'est dans ces moments de détresse absolue que l'on comprend à quel point certaines batailles se livrent seules, et si vous croyez en la force de ces récits, votre inscription nous permet de continuer à les partager. Cette nuit-là, Éléonore ne dormit pas. Assise dans un fauteuil face à la chambre de Léa endormie, les souvenirs affluèrent avec une violence qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle revit le visage de Camille, ses rires, puis le silence assourdissant de l'hôpital. Elle se rappela comment le deuil l'avait transformée, comment elle avait érigé des murs si hauts autour d'elle que plus personne ne pouvait l'atteindre. Elle était devenue la juge Lambert pour ne plus jamais être la mère qui avait failli. En acceptant Léa, elle n'avait pas seulement accueilli une enfant, elle avait invité son propre passé à s'asseoir à sa table, la forçant à affronter les fantômes qu'elle avait si soigneusement enfermés. Elle avait peur d'échouer à nouveau, peur que son amour soit, une fois de plus, insuffisant. Au petit matin, une nouvelle résolution S était formée en elle. La logique et le contrôle ne fonctionnaient pas. Elle devait désapprendre tout ce qu'elle savait, abandonner son besoin de tout maîtriser. Elle commença par observer. Elle passa des heures assise par terre, dans le silence, à regarder Léa aligner des objets par couleur, à écouter ses fredonnements qui suivaient une mélodie intérieure.
Elle apprit à reconnaître les signes avant-coureurs d'une surcharge, à anticiper ce qui pouvait la calmer ou l'angoisser. Elle ne cherchait plus à imposer son monde, mais à comprendre le sien. C était un chemin d'humilité, un désarmement total de son ancienne personnalité. Parfois, la plus grande des sagesses est d'admettre son ignorance. Et c'est pour raconter ces chemins de transformation que votre soutien, par un simple abonnement, est si précieux. Lentement, le manoir commença à changer. Les objets précieux et fragiles furent rangés, remplacés par des coussins aux textures variées et des boîtes remplies de tissus, de bois et de pierres lisses. Éléonore fit installer des lumières douces et tamisées. La grande bâtisse austère se transformait peu à peu en un cocon, un sanctuaire adapté aux besoins de Léa. La routine s'installa, faite de rituels silencieux. La promenade matinale pour ramasser des feuilles, les après-midi passés à tracer des formes dans un bac de sable installé dans le grand salon. Pour la première fois depuis la mort de Camille, la maison N était plus un mausolée dédié aux souvenirs, mais un lieu de vie, vibrant d'une présence nouvelle et singulière. Pendant ce temps, le village de Beauregard-sur-Loire observait et jugeait. Les commérages allaient bon train au marché et à la sortie de L-Église. On disait que Éléonore avait perdu la tête, qu'elle cherchait à remplacer sa fille morte, que C était un caprice de femme riche et seule. Chaque fois qu'elle sortait avec Léa, elle sentait les regards peser sur elle, les chuchotements qui cessaient à leur passage. Autrefois, cette critique l'aurait blessée dans son orgueil. Aujourd'hui, elle ne ressentait qu'un instinct protecteur féroce. Elle se moquait de ce qu'on pensait d'elle. Sa seule préoccupation était de protéger la bulle de tranquillité qu'elle s'efforçait de construire autour de la petite fille qui lui avait été confiée. Un après-midi pluvieux, alors que Éléonore lisait près de la cheminée, Léa s'approcha d'elle. C'était la première fois qu'elle initiait un contact de sa propre volonté. Elle ne dit rien, mais elle posa délicatement sa main sur le bras d'Éléonore, puis la tira doucement vers la grande baie vitrée. De son petit doigt, elle montra une goutte de pluie qui glissait lentement le long de la vitre, traçant un chemin sinueux et argenté. Éléonore regarda, et pour la première fois, elle vit ce que Léa voyait. Non pas la pluie, mais la beauté d'un monde minuscule et parfait. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres. C'était une victoire, un moment de communication pure qui valait plus que tous les mots du monde. Leur fragile équilibre fut cependant menacé par une visite de l'assistante sociale, venue pour son rapport de suivi. La femme, bienveillante mais prisonnière de ses grilles d'évaluation, posa une série de questions cliniques. Léa progresse-t-elle? A-t-elle des interactions sociales? Le rapport mentionnait des difficultés d'adaptation et des comportements atypiques. Chaque mot du jargon administratif semblait nier les progrès immenses qu'Éléonore constatait chaque jour. Elle sentit la menace planer. Le système, dans son incapacité à comprendre leur lien unique, pourrait décider que ce placement N n'était pas approprié et lui reprendre Léa. La bataille N n'était pas seulement contre ses propres démons, mais aussi contre un monde qui exigeait que tout rentre dans des cases bien définies. La fête patronale de Beauregard-sur-Loire battait son plein, une cacophonie de musique assourdissante, de rires et de lumières clignotantes qui lacéraient la nuit. Pour Léa, ce N n'était pas une célébration, mais une agression sensorielle insupportable. Chaque son était une décharge électrique, chaque éclat de lumière un coup de poignard dans ses yeux. Éléonore la sentit se raidir à côté d'elle, puis, dans un mouvement d'une rapidité foudroyante, la petite fille lâcha sa main et s'enfuit. Elle disparut dans la foule compacte, avalée par l'obscurité entre deux stands de tir. Pour Éléonore, le temps se figea. Un cri silencieux se forma dans sa gorge, et la glace qu'elle croyait fondue se reforma instantanément dans ses veines. La peur, la vraie peur, celle qui paralyse et dévore, venait de refaire surface avec la violence d'un prédateur. La panique de Éléonore fut totale, absolue. Ce N était plus la simple angoisse de perdre une enfant confiée à sa garde. C'était le traumatisme de sa vie qui remontait à la surface, intact et féroce. La musique du manège se mua en sirène d'ambulance.
Les rires des gens se transformèrent en murmures feutrés des médecins dans un couloir d'hôpital. Elle revoyait le visage de Camille, inerte, et ce silence assourdissant qui avait suivi. La nouvelle de la disparition de Léa se répandit comme une onde de choc. Les commérages éteignirent, remplacés par une inquiétude sincère. Les mêmes personnes qui la jugeaient quelques heures plus tôt se mobilisèrent, formant des groupes de recherche, leurs lampes de poche balayant l'obscurité. Le village entier, pour un instant, oublia la juge pour ne voir qu'une mère terrifiée. Des heures s'écoulèrent, longues comme une éternité. Éléonore S. écarta des recherches organisées, de l'agitation et des cris. Son instinct, affûté par des mois d'observation silencieuse, lui disait que Léa ne serait pas là où il y avait du bruit. Elle cherchait non pas une enfant perdue, mais un refuge. Guidée par une certitude intérieure, elle se dirigea vers le petit ruisseau qui bordait le village, un lieu où le seul son était le murmure de l'eau sur les pierres, et c'est là qu'elle la vit. Assise au bord de l'eau, baignée par la douce lumière de la lune, Léa était parfaitement calme. Elle était en train de construire une petite tour de galets, superposant les pierres avec une concentration infinie, créant un équilibre précaire et parfait, complètement absorbé par son monde de silence et d'ordre. Éléonore s'approcha sans un bruit, son cœur battant la chamade. Elle ne la gronda pas, ne la bouscula pas. Elle s'assit simplement à côté d'elle sur l'herbe humide. Le barrage de son contrôle, érigé pendant des décennies, céda enfin. Les larmes, si longtemps contenues, coulèrent sur son visage, des larmes de peur, de soulagement et de douleur mêlées. D'une voix brisée par un sanglot, elle murmura « J'ai cru que je t'avais perdu, comme j'ai perdu ma Camille. » Léa interrompit son geste. Elle se tourna vers Éléonore et, pour la première fois, son regard ne semblait pas lointain. Elle perçut non pas les mots, mais la vibration de la douleur. Elle prit alors la plus jolie pierre qu'elle avait trouvée. Une pierre polie par le courant, douce et tiède, en forme de cœur. Délicatement, elle la plaça dans la paume ouverte d'Éléonore. En sentant le poids tiède et lisse de la pierre dans sa main, Éléonore comprit. Ce N n'était pas un remplacement. Ce N n'était pas une tentative de combler un vide. C était autre chose, de nouveau, de différent, de tout aussi précieux. Le fantôme de Camille ne la hantait plus. Il était devenu un souvenir tendre qui pouvait coexister avec ce nouvel amour. Elle regarda Léa. Non pas l'enfant autiste, non pas l'enfant abandonné, mais simplement son enfant. Elle la serra doucement dans ses bras. Un geste qui ne contenait plus aucune trace de son passé, seulement la promesse d'un avenir. « Tu n'es pas Camille », lui souffla-t-elle à l'oreille, sa voix retrouvant sa force. « Tu es Léa, et tu es ma fille. » Tassin. Dans cette étreinte, au bord du ruisseau silencieux, une famille venait de naître. Quelques mois plus tard, devant un juge des affaires familiales, le silence du bureau n'avait rien à voir avec celui du manoir d'autrefois. C'était un silence respectueux, solennel, qui entourait un acte d'une simplicité bouleversante. Éléonore Lambert, qui avait passé sa vie à rendre la justice, se trouvait de l'autre côté du bureau, non pas pour juger, mais pour aimer. Lorsqu'elle signa les documents d'adoption plénière, son geste fut ferme, mais son regard était entièrement tourné vers Léa. La petite fille, assise sagement à côté d'elle, ne regardait pas le stylo, mais traçait du doigt sur la table en bois la forme d'un cœur. À cet instant, il n'y avait plus de juge, plus d'enfants abandonnés. Il n'y avait qu'une mère et sa fille, unies par un lien plus fort que le sang, scellées non par l'encre, mais par la promesse silencieuse d'un amour inconditionnel. Le manoir de Beauregard-sur-Loire se métamorphosa. Les longs couloirs où régnait autrefois un silence glacial s'emplirent des fredonnements de Léa et de l'odeur de la peinture. Éléonore avait transformé le grand salon austère en un atelier lumineux où des toiles vibrantes de couleurs remplaçaient les sombres portraits d'ancêtres. Le jardin à la française, si rigide, accueillit un coin sensoriel, un sanctuaire de textures et de sons doux où Léa pouvait trouver refuge. Le village, témoin de ce changement radical, cessa ses murmures. La méfiance fit place à une admiration discrète.
On ne voyait plus la dame de fer, mais une femme dont la rigueur s'était muée en une dévotion infinie. Éléonore et Léa, dans leur monde à part, avaient enseigné à toute une communauté que les plus belles transformations naissent souvent des plus profondes blessures. Cette transformation personnelle ne s'arrêta pas aux grilles du manoir. Poussée par une nouvelle mission, Éléonore utilisa sa fortune et son influence pour créer quelque chose qui lui survivrait. Elle fonda la Fondation Cœur de Pierre, un centre d'accueil et de soutien pour les enfants neuroatypiques et leurs familles dans toute la région. Le nom n'avait pas été choisi au hasard. Dans le hall d'entrée, protégé sous une cloche de verre, reposait la petite pierre polie que Léa lui avait offerte au bord du ruisseau. Ce caillou, symbole de leur rencontre, était devenu l'emblème d'une promesse, celle que chaque enfant, quelle que soit sa manière de percevoir le monde, méritait d'être compris et aimé. L'ancienne juge ne rendait plus des verdicts, elle offrait des avenirs. Les années passèrent, tissant un quotidien fait de petits miracles et de victoires silencieuses. Léa, devenue une jeune femme, trouva dans l'art un langage plus puissant que les mots, ses toiles exprimant avec une intensité poignante la beauté qu'elle seule pouvait voir. Éléonore, le visage adouci par un sourire serein, l'observait avec une fierté tranquille, son cœur enfin en paix. Leur histoire était devenue une légende douce dans le village, un rappel que même dans les ténèbres de la solitude, un simple geste peut rallumer la lumière. C'est pour que des récits d'espoir comme celui-ci continuent d'être partagés et d'inspirer que votre soutien, à travers votre inscription, est si précieux pour nous.